Eh ben, on va débuter. C'est la dernière table ronde de cette journée de la FSVFP. Merci infiniment d'être là. Notre quatrième table ronde avec un thème, l'arbitrage et l'influence médiatique. On est dans une zone ultra médiatique. Je suis journaliste à France Télévisions et je suis là pour parler de l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tout passe par la médiatisation. Avant, on avait la presse écrite, la télé. Maintenant, on a les réseaux sociaux. Et avec Twitter, Facebook et tous les autres réseaux sociaux, eh ben, tout le monde a l'impression d'être journaliste et tout le monde a l'impression d'avoir son avis à donner. Le seul problème, c'est que l'avis est parfois partial, violent, et on va en parler, à savoir, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas le plus grand danger des arbitres? On va présenter, mon cher Guillaume, tous les intervenants de cette table ronde. Avec notre grand témoin, celui qui ouvrira et fermera les débats, c'est Bruno Derrien. Vous le connaissez forcément, ancien arbitre international, qui a aussi été consultant, entre autres. Je me souviens d'Europe 1, je me souviens de l'équipe quasiment après la carrière, et puis Eurosport également. Je vous ai vu sur CNews aussi. Donc Bruno Derrien, à qui on va donner la parole dans quelques secondes. Autre intervenant de notre table ronde, Guy Citruc, qui est ancien journaliste du journal L'Équipe, entre autres, et qui est président de l'UJSF. L'UJSF, c'est l'Union des journalistes sportifs français. Pour nos amis qui sont connectés, quand on est journaliste de sport, on a l'obligation d'avoir une carte sport presse, une carte de journaliste sportif, et donc on est adhérent de l'UJSF. Et Guy nous expliquera comment ça se passe pour lui, parce qu'il est président des journalistes en Ile-de-France, mais aussi le patron de la tribune du Parc des Princes, entre autres, et il nous dira est-ce qu'il voit des changements chez les journalistes dans leur comportement et dans ceux qui arrivent en tribune de presse. Autre intervenant durant cette table ronde, Georges Honoré, qui est président de la commission du football en milieu scolaire, vous le voyez, et aussi qui connaît bien le foot, hein. Ancien entraîneur adjoint du LOSC, il a tenu plein de rôles, Georges, dans le Nord. Autre intervenant, Christian Dulin, qui est le secrétaire général de la Fédération française de rugby, et on va voir que c'était important pour nous d'avoir un rugbyman parce que la Fédération française de rugby et le rugby en général est souvent montré en exemple grâce au micro des arbitres que l'on entend lors des retransmissions télé. On va voir si c'est vraiment que du plus ou si c'est mitigé. Monsieur Dulin, vous nous parlerez de ça tout à l'heure. Autre intervenant, aussi lors de cette table ronde, Pierre Guibert, qui est le secrétaire général de la Ligue amateur de football, il est dans le Var et on parlera de ce que vous avez mis en place pendant des années et des années, près de 15 ans, pour justement mettre en responsabilité le footballeur. Et puis aussi, parmi notre table ronde, un autre intervenant, c'est Alexandre Chéron. Vous le voyez avec son micro, on va dire, je ne me souviens plus de son porte-voix. Voilà. Il est membre des Irrésistibles Français, fan absolu de football. Et alors, il est supporter, mais il est aussi arbitre. Donc, du coup, on aura un petit peu le deuxième regard et on lui demandera s'il n'est pas schizophrène d'être supporter et arbitre. Est-ce que c'est pas compliqué d'être supporter quand on est arbitre? Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui sont un peu embêtés. Alexandre, je le vois sourire. Parce qu'à un moment, on dit l'arbitre a tort, mais quand on se met à la position de l'arbitre, on sait qu'il a parfois raison. Voilà pour la présentation, les amis. Bruno Derrien, on vous laisse la parole. Arbitre, journaliste, c'est un duo indissociable avec beaucoup de positifs, parfois des dérives. Je vous laisse la parole, Bruno. Bien, bonjour à tous, bonjour à tous les intervenants que je salue avec plaisir, notamment mon vieil ami Guy Citruc. Alors, d'abord, grand plaisir de débattre avec vous pendant cette heure sur l'arbitrage et la médiatisation de l'arbitrage. Alors, pour ma part, moi, à la fin de ma carrière d'arbitre, qui ne s'est pas très bien terminée, j'ai donc écrit un bouquin. Alors, ce bouquin m'a fermé des portes et ouvert d'autres. Ça m'a ouvert les portes des médias. Alors, moi, j'ai toujours considéré qu'un arbitre était un homme public et à ce titre-là, devait s'exprimer. Moi, le reproche que je pourrais formuler aujourd'hui, c'est qu'on n'entend pas assez les arbitres. Ils devraient s'affranchir des consignes de silence qui leur sont imposées par la Fédération française de football. Je prends un exemple. En Italie, par exemple, il y a quelques semaines, la Fédération italienne a permis à ses arbitres de s'exprimer le lundi dans une émission pour revenir expliquer, faire preuve de pédagogie, expliquer leurs décisions. Pourquoi? Parce que le week-end, quand une décision est prise et qu'on n'entend pas l'arbitre, on fait le procès de l'arbitre pendant 48 heures. Et c'est dommage qu'on n'entende pas, je dirais, la version de l'arbitre. Donc, c'est toujours à charge. Et donc, il y a un lynchage, je dirais, médiatique qui est devenu quelque part un sport national. Et l'arbitre, chacun s'accordera à le dire, est un peu le souffre-douleur, le bouc émissaire désigné d'office. Et ça permet à beaucoup de gens
de se défausser ainsi et de ne pas assumer leurs responsabilités. Mais aux arbitres aussi de faire leur propre autocritique. Alors ça sous-entend qu'un arbitre aussi, dans les stages d'arbitre de haut niveau, il faut qu'il y ait des cours de média training parce que s'exprimer devant une caméra, ça demande des compétences, s'exprimer devant un micro de radio également. Donc je crois qu'un arbitre aujourd'hui est un homme public et on doit entendre les arbitres. Alors, comment améliorer les choses? Comment améliorer l'image de l'arbitre dans les médias? Je pense aussi qu'on pourrait, par exemple, je prends un exemple concret, en début de saison, dans toutes les rédactions sportives, alors je parle du football pour ce que je connais, hein, un arbitre de la fédération ou un membre de la direction de l'arbitrage pourrait aller dans les rédactions des grands journaux, des grands médias français, expliquer les lois du jeu, expliquer le changement des règles, expliquer notamment le fonctionnement de la VAR, parce que là, force est de constater qu'il y a une grande incompréhension dans l'utilisation de la VAR aujourd'hui, on n'y comprend plus grand-chose. Donc, quelque part, si on parle, si on s'exprime, si on échange avec les journalistes, eh bien, on va lever les incompréhensions et on va lever les doutes et on fera preuve, je dirais, de pédagogie. Et pareil, dans les clubs, je sais que ça se faisait il y a quelques saisons, un arbitre venait toujours en début de saison, dans les clubs professionnels, passer une journée avec les joueurs, avec les équipes, participer à l'entraînement le matin et l'après-midi, ils causaient ensemble, ils échangeaient sur les lois du jeu, sur les modifications des règles. Donc voilà, je crois que ça, c'est important. Il faut vraiment que les arbitres aujourd'hui s'expriment davantage. Alors moi, je suis donc consultant depuis 2008. J'ai commencé à Europe 1, je me souviens, après un match Lille-Sochaux, où j'avais vu la mauvaise idée pour les Lillois de refuser 3 buts à Lille, dont le dernier à la 93e minute. Ça avait mis dans une rage folle l'entraîneur lillois Vaïdolzik, mais également Martine Aubry, qui était dans la tribune. J'avais donc défrayé la chronique et Pierre-Louis Basse, grand journaliste d'Europe 1, m'avait appelé le mardi pour venir m'expliquer dans son studio. Alors j'avais dans un premier temps hésité, et puis j'ai accepté de venir. Les choses se sont bien passées. J'ai pu donner ma version des faits, expliquer pourquoi j'avais refusé les 3 buts lillois. Et quelques mois après, il m'avait rappelé donc pour me proposer de devenir consultant arbitre pour la Coupe du Monde 2002 avec Joël Quignou en alternance. Et depuis lors, après, donc, ça m'a plu. Bon, je travaille dans la com, c'est mon métier, je suis en charge des relations publiques du groupe La Poste. Donc voilà, et puis j'ai pris du plaisir à le faire et je continue à le faire avec un esprit bien sûr de pédagogie, d'expliquer la règle, notamment aussi j'ai un compte Twitter où je suis beaucoup interpellé sur Twitter sur décisions d'arbitre. J'essaye toujours dans la mesure de possible de rappeler la règle, de faire preuve donc encore une fois de pédagogie. Mais quand vous êtes aussi employé par un média radio ou télévisuel, vous ne pouvez pas non plus tomber dans le corporatisme bête et méchant. Il s'agit aussi de dire quand les choses sont bien, de le dire, mais quand la décision est erronée, vous ne pouvez pas non plus le nier. Voilà ce que je voulais dire en préambule avant de laisser donc la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Et vous intervenez quand vous voulez, Bruno. Moi, j'ai un œil sur tout le monde. Guy, alors, c'était pas prévu comme ça, mais je vois que vous avez levé la main et on va faire cette table ronde interactive. C'est aussi bon pour tous les autres intervenants. Vous voulez intervenir? Vous me faites un petit geste, j'ai un œil sur tout le monde. Guy, vous vouliez intervenir? À son époque, Michel Vautreau parlait, comme Bruno. C'est-à-dire que non seulement ils n'avaient pas peur des micros ou des stylos qui étaient devant eux, mais ils usaient de leur temps de parole. Moi, je dis toujours, quand on n'use pas de son temps de parole, on le laisse aux autres. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait Bruno dans ce qu'il dit, à savoir que les arbitres devraient s'exprimer pour s'expliquer. Déjà, ils devraient faire comme en rugby, s'exprimer sur le terrain. Pour moi, ça serait transparent, ça serait clair, de la même manière qu'on devrait avoir un temps de jeu effectif et pas le laisser à l'appréciation de l'arbitre. Alors, je ne doute pas de l'honnêteté des arbitres sur ce point, mais ça serait tellement mieux pour le spectateur ou le téléspectateur de savoir que le temps de jeu s'arrête à un moment donné et précis et parfaitement transparent pour tout le monde. Donc, les arbitres auraient intérêt effectivement à s'exprimer, à expliquer, et je pense que ça serait déjà un grand pas de fait pour dédramatiser certaines situations, pour que le spectateur ou que les acteurs parfois comprennent. Bruno évoquait aussi le passé quand un arbitre, généralement un arbitre
de la région du club concerné venait rendre visite à son club de référence, en quelque sorte, et il expliquait effectivement les règles du jeu, les changements, et ça se passait toujours en bonne intelligence, parce qu'à l'époque, on savait que l'arbitre de la ligue du club concerné ne pourrait jamais arbitrer le club en question. Voilà, donc l'arbitre de la région concernée ne pouvait pas arbitrer. Un arbitre francilien ne pouvait pas arbitrer le PSG, ou un arbitre franc-comtois ne pouvait pas arbitrer le FC Sochaux. Ouais. Merci Guy pour cette communication nécessaire. Bruno. Oui, juste pour préciser un propos, moi je rejoins Guy. Alors, il ne s'agit pas non plus que les arbitres fassent des actes de contrition tous les samedis soirs après leur match. Expliquer simplement. Et voilà, parce que tu vois, Guy, j'entends ce que tu dis. La grandeur d'un arbitre, bien sûr, c'est de savoir reconnaître son erreur. Et moi, j'en ai commis et je me suis aussi rendu à l'évidence. Mais entre venir expliquer une décision qui fait polémique, dont les gens ne comprennent pas, on le doit. Mais si le même arbitre vient tous les samedis dire excusez-moi, je me suis trompé, bon, ça pose un problème quand même, parce que ce sont quand même des arbitres aujourd'hui qui sont professionnels, contrairement à mon époque où nous étions amateurs, rétribués, donc c'est leur métier. Donc ils sont quelque part soumis, je dirais, à un devoir de résultat. On est bien d'accord. Donc un arbitre qui viendrait tous les samedis le même dire je me suis trompé, je pense que quelque part son crédit, à un moment donné, serait atteint. Et c'est Christian Dulin qui a la réponse. Christian, vous levez la main et j'allais vous donner la parole justement. Le footballeur dit l'arbitre devrait parler. Mais vous n'avez pas ce problème dans le rugby. Parce que dans le rugby, l'arbitre, il a un micro et il parle. Et il parle à la terre entière grâce aux micros qui sont installés sur lui pendant les matchs. C'est ça la solution. La solution, je ne sais pas. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Et merci à Jean-Pierre de m'avoir sollicité pour remplacer un de nos arbitres qui est prévu sur cette réunion. D'abord, mettre quelque chose en préambule parce que ça me paraît important et je crois qu'on a un avantage dans le rugby en ce qui concerne l'arbitrage, c'est qu'on a tellement des règles compliquées qu'il y a un respect de l'arbitre qui est pratiquement naturel parce que le rugby est un sport difficile à arbitrer. Et je pense que que ce soit les joueurs ou les spectateurs sont beaucoup plus tolérants pour un arbitre au rugby qu'ils ne le sont au foot, qui pour tout le monde, et même si c'est faux, paraît un sport simple à arbitrer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc là, pour rejoindre vraiment le sujet de la table ronde sur l'influence médiatique et pour reprendre un slogan qui posera bien le décor, je pense qu'il y a le poids des mots et le choc des photos. Et que dans l'arbitrage, et notamment aujourd'hui dans l'arbitrage vidéo, comme vous le soulignez, effectivement, il y a ce que les gens voient et il y a également ce que l'arbitre peut dire dans le micro. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être que l'arbitrage du rugby, même dans la médiatisation, est quelque chose qui semble plus facile. Le micro, c'est intéressant parce que avec la gestuelle qui associe la parole de l'arbitre dans le rugby, il explique ce qui siffle, et ça, c'est un avantage énorme pour la compréhension. Après, il y a quand même une difficulté, c'est que quelquefois, ils se lâchent, pensant qu'ils n'ont pas de micro, et là, à l'inverse, ça peut compliquer les choses. Mais après, ça reprendra un peu le discours ou la teneur des discussions précédentes. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Si on veut valoriser l'arbitrage, ça passera par la médiatisation. Parce qu'on le voit bien, le développement d'un sport, il est médiatique. Aujourd'hui, je vois au CNOSF, toutes les fédérations qui malheureusement n'ont pas un temps d'exposition télé, c'est des fédérations qui ont plus de mal à se développer. Donc, je pense qu'il faut assumer la médiatisation et après essayer de la contrôler, même si c'est difficile. Parce qu'encore une fois, et je terminerai là-dessus sur cette première partie, ce qui peut paraître compliqué quelquefois sur des arbitrages, c'est pas ce que les gens voient à la télé, c'est plutôt sur les commentaires de consultants ou de journalistes qui vont avec.
Et je crois qu'il faut qu'on sache vivre avec ça. Vous parliez des journalistes et Guy, je le vois sourire, il a bien compris que j'allais aller vers lui. Je me souviens, Guy, 1976, j'avais 1 an à l'époque, Bulgarie-France, et cette phrase de Thierry Roland, Monsieur l'arbitre, il avait dit son nom, vous êtes un salaud. Ça veut dire que les journalistes ont souvent attaqué les arbitres, ont souvent donné une mauvaise image de l'arbitrage et aussi peut-être parfois fait pencher du côté obscur les consciences des uns et des autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy? C'est le cas. Alors, pour compléter ton anecdote, cher David, il faut se souvenir que Thierry Roland avait reçu des sacs entiers de courriers de soutien à l'époque à Antenne 2, alors il était à 2 points d'être sanctionné par sa direction, qui n'avait pas apprécié ce dérapage verbal. Il avait reçu le soutien de centaines de milliers de téléspectateurs qui avaient été outrés de ce qui semblait être un vol manifeste de la part de l'arbitre. En l'occurrence, il s'agissait du bien nommé monsieur Foot. Voilà, ça permet de mesurer aussi le temps qui passe, de voir qu'à l'époque, les Français étaient comme un seul homme derrière Thierry Roland, mais peut-être parce que Monsieur Foot n'avait pas pu non plus s'expliquer, n'avait pas pu justifier éventuellement le fait qu'il ait sifflé un penalty en faveur des Bulgares, penalty qui avait du reste été raté. Donc voilà, les journalistes ont une part de responsabilité, c'est clair, mais je pense que les temps ont changé. Hein. On peut critiquer un arbitre et expliquer pourquoi il s'est éventuellement trompé selon le jugement du journaliste, mais qu'il le fera en conscience et qu'il le fera malheureusement sans que l'arbitre puisse répondre ou s'expliquer. Mais je pense qu'il y a quand même au contraire beaucoup de sagesse de la part des journalistes. Il faut se souvenir quand même que Jacques Ferrand, un de nos grands anciens, était l'un des fondateurs de l'AICVS, qui est l'un des ancêtres de la FSVFP. Donc, il y a quand même chez les journalistes beaucoup de mesures dans bien des cas. Vos propos ont déjà demandé des réactions, celles de Pierre Guibert et Georges Honoré. Allez, je vais commencer par vous, Georges. Moi, je voulais parler sur le micro en particulier et donner cet avis. Alors, je ne suis pas normand, je suis auvergnat, mais je vais quand même mélanger un peu les interventions précédentes. En reprenant celle du collègue du rugby, qui, il est vrai, a l'avantage de s'appuyer sur une réglementation difficile qui prête peu à contestation du public, et donc il laisse une libre part à l'arbitrage un peu apaisé. Et puis, surtout par le fait qu'ils ont cette fameuse règle des 10 mètres qui arrange beaucoup les choses aussi, il faut bien en convenir. Et je regrette que le football ne l'ait pas adopté. Pour ce qui concerne le micro, et je ne sais pas si Pierre sera d'accord avec moi, puisque lui est élu, moi pas, mais nous représentons cette grande fédération. Moi, je suis pour le micro. D'abord parce que le rugby a fait la démonstration que c'était très utile pour la compréhension des décisions, mais pour une raison qui me semble fondamentale et qui n'est jamais soulignée. C'est que l'arbitre, et c'est à la fois son honneur et aussi sa difficulté, il doit juger dans l'instant. On ne va pas réouvrir le débat, tout le monde le sait. Il n'a pas, lui, sauf maintenant avec un peu la VAR, mais il n'a pas les replays, il doit juger dans l'instant. Et il me semble que le micro donne à l'arbitre cette instantanéité de l'explication qui vaut l'instantanéité de la décision. Et très souvent, ça suffit pour apaiser les choses. Je le dis bien très souvent. C'est-à-dire que dans l'instant, tout le monde est dans le même bain. Les joueurs, les coachs, même s'ils sont un peu plus distanciés sur le banc, mais dans l'instant, la décision est prise. Je ne prétends pas de dire qu'elle sera toujours comprise, mais elle sera au moins écoutée. Et cette instantanéité de la décision, mêlée à l'instantanéité de l'explication, me semble-t-il, apaise beaucoup les choses. Et c'est vrai pour le rugby, même si les phases arrêtées sont beaucoup plus importantes. Pour revenir sur, en disant que j'étais pas auvergnat, pas normand, mais auvergnat, mais normand quand même, parce que ce que demande Bruno Derrien, c'est-à-dire l'explication a posteriori, je la conçois aussi, mais à condition qu'elle soit reculée de 1 ou 2 jours. Si c'est juste après le match, il me semble que ça sera la foire d'empoigne, et c'est ce que semblait dire Bruno Derrien, pour des justifications, et on sait que la presse fait un peu bouillonner les choses. C'est pas le bon moment. D'ailleurs, au rugby, je note qu'il n'y a pas d'explication après les matchs des arbitres de rugby. Par contre, 2-3 jours après, quand il y a une grosse bourde,
Je crois que c'est un peu l'honnêteté de tout le monde de dire oui, je me suis trompé, ou non, au contraire, je ne me suis pas trompé, mais quand les esprits sont apaisés. Voilà pourquoi je voulais mêler mes deux argumentations. Pas tout à fait contradictoires, parce que pas dans le même temps. Merci beaucoup. Pierre, vous voulez reprendre la parole avant que je la redonne à Guy? Oui, simplement, je voulais réagir humblement par rapport à ce qu'a dit Bruno Derrien concernant les préconisations des arbitres en début de saison sur le milieu professionnel. Mais je me permets de rappeler qu'au niveau ligue et au niveau district, ça rentre dans le cadre des missions des commissions départementales d'arbitrage et des commissions régionales, effectivement. En début de saison, lorsqu'il y a des lois qui ont été modifiées ou des nouvelles lois, eh bien de faire le tour des districts en convoquant les clubs de façon à les tenir informés de ces changements, et ceci systématiquement avant le début des championnats. Ça, c'est une petite précision que je tenais à apporter. Ensuite, concernant la communication dans les médias, vous savez, c'est même en amateur. Combien de fois je suis intervenu sur des articles de presse qui commentent les résultats du week-end, où le journaliste s'est permis de faire des jugements de valeur sur l'arbitre par rapport à un but ou un autre, et également des réseaux comme ActuFoot, que vous connaissez très bien, ou Foot Amateur, qui font carrément, eux, le procès de l'arbitre, souvent à la demande d'un président de club. Et par ma position, je suis toujours intervenu pour rapprocher les parties et pour aider les arbitres. Je dis bien pour aider les arbitres. Comme je le dis tout le temps, l'arbitre ne doit pas faire de jugement de valeur, mais les clubs ne doivent pas en faire non plus, et surtout pas s'appuyer sur des médias. Et la dernière chose par rapport au micro, David, il est clair, j'étais un des premiers, peut-être que je ne connais pas où ça s'est fait ailleurs, mais à fournir mes arbitres amateurs en district d'oreillettes et de micros, je dis bien d'oreillettes et de micros, surtout dans le cadre de la formation de jeunes arbitres qu'on envoie en D1 ou en D2 de district, avec des assistants chevronnés à la touche, avec des oreillettes qui vont, ces oreillettes et ces arbitres, eh bien, accompagner, pas pour prendre des décisions à leur place, que ce soit bien clair, mais néanmoins, dans une décision compliquée, ils sont là pour aider et que cet arbitre ne soit pas seul au monde avec 22 joueurs autour de lui. Voilà. Donc, je crois que ça existe. Moi, ça existe dans mon district, dans le cadre de la formation des arbitres, et c'est une chose qu'il faudra peut-être dans votre rapport de ce forum, peut-être ne pas occulter, parce que c'est une bonne chose, et on me demanderait d'en acheter beaucoup, mais enfin, après, il y a des questions financières, bien entendu, pour équiper tout le monde, c'est compliqué. Comme l'on voit dans nos arbitres, il faut qu'ils arrivent en ligue pour se payer des drapeaux de touche avec BIP, entre guillemets, et que le central ait aussi le même outil. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est un scandale, je dis bien c'est un scandale, et je m'y attelais par ma position à la fédération, que je dirais il faut arriver en ligue pour avoir ces tels outils, et quelques arbitres de district, mais je crois qu'en professionnel, on n'en parle pas, c'est une obligation, mais je crois que tout le monde ne travaille pas sur le même pied d'égalité. Merci beaucoup, Pierre. Alors, Bruno, n'hésitez pas à être court sur vos interventions, parce que du coup, c'est un peu décousu. Bruno, je vous laisse réagir. Oui, voilà, excusez-moi, juste une précision par rapport aux propos de M. Guibert. Enfin, ce que je disais, bien sûr, concernait les arbitres professionnels, les clubs professionnels. Oui, j'entends. Ce que vous faites au niveau amateur est très bien et il faut le saluer, je le salue. Je crois d'ailleurs que votre président de ligue a quelques responsabilités dans l'arbitrage français. Il pourrait peut-être prendre vos idées et les appliquer au plus haut niveau. On a l'impression que les supporters, et Alexandre nous le dira peut-être tout à l'heure, veulent cette sonorisation. Dans le rugby, ils l'ont fait. Mais pour les journalistes, ça serait pas mal non plus, parce qu'on éviterait beaucoup de quiproquos. Parce que quand on est dans le stade, on n'a pas forcément l'écran de contrôle. Alors au Parc des Princes, vous l'avez, mais pas dans tous les stades. Non, malheureusement, on ne l'a pas. Quand on arbitrait à Gerland à l'époque, en première division, donc il n'y avait pas la VAR, tout ça, vous savez, à chaque match en première division, à mon époque, on était noté, on était observé par un ancien arbitre. Et à Gerland, vous savez où est-ce que mettait M. Aulas, où il mettait l'observateur des arbitres? Il le mettait dans la tribune de presse près des écrans. Il y a un problème également quand on parle de l'arbitrage et des journalistes. Les journalistes, sur le papier, sont neutres. Leur avis est neutre et ils doivent avoir un avis totalement tranché, mais totalement neutre en même temps. Seulement dans les tribunes de presse, et je sais que c'est le cas chez vous, Parc des Princes, il y a de nouveaux journalistes qui arrivent. Des médias clubs, on appelle ça, les journalistes de PSG TV pour vous, d'OL TV. La neutralité est peut-être parfois plus à la limite. Et puis, il y a aussi tous les influenceurs qui, même s'ils ne parlent qu'aux influençables, ont un rôle important. Bien sûr. Alors, les médias clubs, eux, ils annoncent la couleur, enfin, comme ceux des associations de supporters ou les influenceurs, comme tu les appelles. Les médias clubs, ils représentent leur club, donc c'est légitime qu'ils
qu'ils défendent ces couleurs-là. Les influenceurs, ce sont effectivement des associations de supporters qui ont créé, pour les plus solides d'entre elles, des sites internet et donc qui ont de nombreux adhérents et qui viennent maintenant, qui sont admis en tribune de presse sur le quota des places réservées au club qui reçoit. Alors, cela se comporte de manière assez neutre, assez correcte, hein, c'est-à-dire qu'eux aussi annoncent la couleur, ils défendent leur club, mais ils ont un avis souvent très tranché et critique sur leur propre club. Hein. Il ne faut pas les accuser de tous les maux parce qu'ils représentent ce club. En revanche, il y a chez les journalistes, j'allais dire les vrais journalistes, ceux détenteurs d'une carte de presse, il y a parfois des comportements douteux et répréhensibles à nos yeux. On n'empêchera jamais un journaliste d'avoir son club de cœur, souvent celui de sa région natale ou de la ville dans laquelle il vit, mais il ne doit pas exprimer. Certains trouveront ça un peu hypocrite, mais on ne doit pas hurler de joie si son club vient de marquer un but ou vient de gagner un trophée. Or, il se trouve qu'il y a quelques semaines, lors du match de Ligue des Champions PSG contre Manchester City, il y a 2 journalistes qui étaient en tribune de presse qui ont manifesté leur joie lorsque Mahrez a marqué, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième but, peut-être même les deux. Donc, on était outrés de ce comportement, on leur a fait la remarque, le PSG également, et donc voilà, donc on n'apprécie pas que les journalistes sortent de ce rôle de neutralité qu'ils doivent avoir, ne serait-ce que par respect pour leurs collègues qui sont assis à quelques mètres d'eux. 2 questions, Guy. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un journaliste peut faire ou défaire la carrière d'un arbitre? Si c'est un journaliste connu et reconnu, il peut briser la carrière d'un arbitre. C'est possible. Hein, je ne sais pas si M. Foot avait continué longtemps sa carrière après les accusations de Thierry Roland, mais je pense que oui. Hein, je pense qu'il avait continué à arbitrer. Il est évident que s'il y a une erreur manifeste énorme aujourd'hui, ça serait très compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine mesure aujourd'hui. Les journalistes, en plus maintenant, les journalistes aussi, hein, comme le disait Bruno, il n'y avait pas de télé et surtout d'immédiateté du visionnage des matchs. Maintenant, on peut voir quand même assez rapidement, même s'il n'y a pas d'écran de contrôle en tribune de presse, les journalistes ont leur smartphone, ont leur tablette et peuvent regarder les images de la chaîne qui diffuse le match et peuvent visionner dans l'instant quasiment en live l'action litigieuse. Donc, ils reverront cette action et pourront étayer le jugement sur le coup de sifflet de l'arbitre. J'aimerais vous poser une question avec 3 choix possibles seulement. Est-ce que, selon vous, Guy Citruc, les journalistes connaissent le règlement, les lois du football? Est-ce que vous diriez plutôt oui, plutôt non, ou vraiment pas tous? Je pense que si tous les journalistes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres, si j'ose dire. C'est-à-dire que certains connaissent très bien les lois du jeu, d'autres les connaissent moins bien et d'autres, je n'ose pas dire ne les connaissent pas du tout, mais ils les connaissent aussi peu que certains joueurs professionnels hein, qui découvrent parfois qu'une règle a changé ou qui ne connaissent pas ou qui accusent l'arbitre sur le terrain d'avoir commis telle erreur alors que ce sont eux qui sont dans l'erreur. Merci Guy, c'est franc comme réponse. J'ai vu Alexandre qui a beaucoup réagi à cette question. Alexandre, vous avez souri quand j'ai dit est-ce que les journalistes connaissent les règles du jeu? Vous êtes supporter de l'équipe de France, un acharné, on vous avait avec le porte-voix tout à l'heure, mais aussi arbitre de football en N2, je crois. C'est ça, en N3. N3. Totalement, j'ai souri parce que après, je pense pas que ce soit forcément les journalistes qui connaissent pas forcément les lois du jeu, c'est plus les chroniqueurs qui, eux, n'ont pas forcément eu la formation de journaliste, justement. Parce que dans les formations de journaliste, je suppose qu'il y a justement resté neutre.
Et quand on regarde un match à la télé, la plupart du temps, c'est les chroniqueurs. Je pense le problème qui, eux, vont s'emporter et connaissent pas forcément les lois du jeu. Comme l'a rapporté juste avant mon confrère, c'est que les joueurs non plus ne connaissent pas forcément les lois du jeu. Contrairement au rugby, euh, pour jouer au foot, on n'a pas besoin de connaître forcément beaucoup les lois du jeu au niveau du foot. Et c'est un problème au niveau du foot, parce que le supporter lambda peut regarder du foot et penser comprendre toutes les lois du jeu du foot. Et c'est là qu'on arrive sur le débat de l'arbitrage, qu'on disait tout à l'heure avec les micros, et qui pour moi sera un plus, justement pour expliquer certaines lois du jeu au grand public qui ne connaissent pas les lois du jeu. Le thème de notre débat, c'est l'influence médiatique. Mais justement, vous parliez des chroniqueurs, Alexandre, les chroniqueurs, ils sont payés pour faire le show. En fait, des fois, ils disent peut-être pas du tout ce qu'ils pensent, mais si ça fait buzzer, si ça fait du clic, comme on dit, ils sont là pour ça. C'est ça, et ça fait beaucoup de mal à l'arbitrage, pour ma part. Et c'est ce que je pense, que ça fait vraiment beaucoup de mal, parce qu'il y a des fois, vous parlez d'un journaliste qui peut détruire une carrière, un chroniqueur peut détruire une carrière d'un arbitre, ça c'est clair. Surtout avec un gros buzz, avec tout ce qui s'enchaîne derrière, avec les réseaux médiatiques, où justement des personnes, pas simples d'esprit, mais un peu plus simples, vont pas réfléchir et vont prendre l'info au comptant et vont la répondre sur leurs réseaux sociaux, et ça fait boule de neige. Vous êtes une centaine connectés, ça part de tous les sens. Les questions, Bruno, Christian, je vous donne la parole. Et Ludivine, je vais être quand même galant, vous avez plein de questions qui sont arrivées. Oui, plusieurs remarques justement sur tous les consultants polémistes et les gens remarquent qu'effectivement ce sont eux souvent les moins impartiaux. Et il y avait une question, est-ce que l'USJSF a un regard sur eux? Parce qu'ils ne sont pas journalistes, ils sont consultants. Les consultants, non. D'abord, on accepte un consultant par média détenteur de droit, et les autres sont acceptés de manière homéopathique. Par exemple, pour prendre l'exemple du stade que je connais le plus, qui est le Parc des Princes, il y a Éric Rabessandratana qui est consultant pour Radio France, enfin pour France Bleu Paris, et donc lui il vient, nous lui délivrons une accréditation, j'allais dire en tant qu'invité, mais il n'y a pas de problème avec lui parce que c'est un ancien joueur qui connaît bien les règles, qui est supporter évidemment de son ancien club, mais qui est quelqu'un de très fréquentable au niveau de l'expression de ses opinions. Une autre question, Ludivine? Oui, et Damien Chastan qui demande pourquoi les journalistes ne suivraient-ils pas une formation avec les arbitres, ce qui amènerait une plus grande symbiose entre les protagonistes. Il y a quelques années, Michel Vautreau, et en l'occurrence, il ne me reprochait pas de m'être trompé dans un article, mais il m'avait envoyé les lois du jeu, un petit livre d'un ancien collègue. Les lois du jeu et finalement le livre référence qu'ont tous les arbitres. Ah, tout à fait. C'est la Bible, c'est la Bible des arbitres. Mais je souscris à l'idée qu'un arbitre vienne, fasse la tournée des médias aussi pour expliquer et répondre à des questions non pas liées à une polémique ou à une décision contestée sur tel ou tel match, mais en début de saison, de la même manière que les arbitres faisaient la tournée des clubs naguère, ça serait bien d'entretenir des bons rapports. D'ailleurs, je trouve que les arbitres, si l'interdiction de s'exprimer dans les médias leur est maintenue, je pense qu'ils auraient intérêt à faire comme les politiques, c'est-à-dire à parler off. Je l'ai fait avec Bruno, on peut le dire, aujourd'hui il y a prescription, mais je l'ai fait aussi avec Vautreau ou avec Skinnew, parce que c'était un moyen aussi pour eux de faire passer leur message. Et donc je pense que c'est bien. Je répète, quand on n'use pas de son temps de parole, on le laisse aux autres. Donc il y a intérêt à s'exprimer, même de manière off. Ça permet d'avoir un dialogue, que ça ne soit pas un monologue de la part du journaliste ou parfois des dirigeants de club. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé en boucle sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télé, le comportement du président du TFC, mécontent, qui a dit « vous nous avez volé la montée ». J'étais horrifié qu'un si fin connaisseur du jeu,
qui est très bon recruteur, qui connaît bien les joueurs, se soit comporté d'une manière aussi honteuse vis-à-vis d'un arbitre qui n'était même pas là pour se défendre, enfin qui ne s'est pas défendu en l'occurrence. Merci Guy. Christian, vous avez levé la main. Juste pour un point rapide, et je pense que vous avez mis le doigt dessus, c'est que malheureusement aujourd'hui, on vit un phénomène sociétal qui est la nécessité de faire le buzz. On n'est plus dans faire vivre un événement, on est dans la nécessité de faire le buzz. Et je reprends ce que disait Joël Quignou tout à l'heure. Sans doute que le meilleur arbitre, que ce soit dans tous les sports, c'est celui qu'on ne voit pas. Parce que c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, personne n'en parle. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça, ou on ne demande plus aux journalistes ou aux chroniqueurs de faire ça. On leur demande de faire le buzz. Et on n'est plus dans l'époque, et je vais parler avec mon grand âge, moi je me souviens d'il y a 50 ans où on était très très nombreux à dire on regardait un match de rugby des 5 nations à la radio. On regardait un match de rugby à la radio parce que c'était le reportage et la personne qui commentait qui nous faisait vivre l'événement. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le buzz. Et quand on doit faire le buzz, eh bien, on pourrait faire une formation à tous les journalistes et tous les chroniqueurs. Si leur objectif, c'est de faire le buzz, ça sera toujours très, très compliqué. Alexandre Chéron, je reviens vers vous. Vous êtes supporter membre des Irrésistibles. On est dans un pays où il y a 67 millions de sélectionneurs, on le sait, et il y a aussi 67 millions de juges pour les arbitres. Totalement. Ouais. Et c'est pour ça qu'en tant que supporter, quand on est dans le stade, c'est difficile parce qu'on n'a pas le retour de la VAR, on n'a pas le retour de vidéo, donc c'est à l'instant T. Et on peut être emporté par les décisions de l'arbitre, qu'il soit pour ou contre nous. Et moi, en tant qu'arbitre, c'est encore plus compliqué parce que je m'interdis d'insulter l'arbitre dans le stade. Donc, c'est une chose que je ne fais pas. Par contre, on est plusieurs supporters, même des dizaines, des centaines. C'est quand on est dans le stade, à l'image du rugby, pourquoi les vidéos de la VAR ne sont pas mises sur les écrans géants afin que tout le monde voie la même chose. Et puis, quand la décision est justifiée de l'arbitre, soit un carton rouge, un but accepté, maintenant, ils ont mis la goal line, à la Coupe du Monde en Russie, on l'avait sur les écrans, où là, on voit le ballon, il est rentré, il n'y a pas de sujet à interprétation derrière. Tout le monde a la même image et on n'en parle plus, quoi. Et ça évite des broncas qu'il peut y avoir sur les arbitres, ou dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que ce n'est pas difficile, Alexandre, d'être arbitre et supporter, en fait? Non, parce que en tant qu'arbitre, je sais ce que j'aime. Comme ce matin, j'ai entendu ma consoeur qui disait qu'elle répondait à Fabien par rapport au stade chaud, les ambiances chaudes. Et oui, on aime qu'il y ait de l'ambiance. Un stade où il n'y a pas d'ambiance, on n'aime pas. Donc se faire siffler, ça fait partie du jeu. Donc quand je vais supporter, je ne siffle pas l'arbitre, mais tant qu'il n'y a pas d'insulte, ça me va. Et quand je suis sur le terrain, je me dis, tant que je ne me fais pas insulter, que c'est dans l'ambiance, il y a les chants, il peut y avoir une bronca, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du show, on en a besoin, ça nous nourrit aussi en tant qu'arbitre sur le terrain. Donc j'imagine encore plus en Ligue 1, Ligue 2. Donc en tant que supporter, je sais ce que l'arbitre peut accepter et ne peut pas accepter. C'est pour ça que d'ailleurs, quand Fabien il l'a dit ce matin, quand il est au micro, il n'y a rien, et on ne prône pas, nous, dans notre groupe de supporters, du moins, supporters de l'équipe de France, des insultes envers les arbitres. J'ai jamais vu un capot dire allez, on insulte l'arbitre, c'est pas possible. Par contre, voilà, on peut pas empêcher les gens de le faire, malheureusement. Mais en expliquant les décisions par de la vidéo, par du micro quand on a pour la télé, je pense qu'on peut atténuer ces phénomènes d'agressivité envers l'arbitre. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais faire quelque chose. Vous voyez cette publicité, ce n'était pas prévu, je viens d'y penser, c'est pour ça que je vous la partage. Insultez l'arbitre, pas votre connexion. C'est un fournisseur d'accès qui aimait ça. Insultez l'arbitre, pas votre connexion. Vous en avez tous entendu parler. Qui veut réagir? Là, on est dans la médiatisation et dans la com qui fait mal et qui dessert le monde sportif. Je crois que le lendemain de la publication de cette parution, le CNOSF a saisi les instances et je crois qu'elle a été retirée immédiatement. C'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux. Alors, l'entreprise s'est excusée, bien évidemment, mais
Mais encore une fois, c'était certainement derrière la volonté de faire le buzz. Mais le ministère des Sports aussi s'est exprimé. La ministre elle-même a réagi le lendemain. Et l'AFCAN également, Patrick Vachda a dû nous quitter, a réagi fortement. Donc voilà, c'est un épiphénomène, mais c'est vrai que le mal a été fait. Et je pense qu'il y a un lien un peu anormal entre violence, arbitre, qui transparaît au travers de cette publicité. Et je pense que c'est une erreur malvenue, quoi. Voilà, j'espère que ça servira de leçon. Et en même temps, cette entreprise qui était quasiment méconnue est maintenant une entreprise connue. Voilà, c'est tout le problème. Bruno, vous vouliez réagir? Quand vous avez vu cette pub insulter l'arbitre, c'était une pub, qu'est-ce que vous êtes dit, vous? Moi, j'étais comme mes collègues outré, quoi. C'est inacceptable. D'ailleurs, Jean-Pierre le disait à juste titre, la ministre est montée au créneau très vite. Ça veut dire quoi ça montre quoi ce message publicitaire? Que dans l'esprit des gens, aujourd'hui, on peut insulter l'arbitre, on peut le conspuer, c'est rentrer dans les mœurs, quoi. Et ça, il faut se battre contre ça, quoi. Et c'est inacceptable. Alors, juste si vous me permettez, quand vous m'avez donné la parole, j'ai noté 3 ou 4 observations, notamment avec mon collègue Alexandre Chéron, qui disait qu'il était pour la diffusion des images dans les stades. Moi, je suis assez réticent parce que imaginez un seul instant qu'on diffuse une image d'un but, même qu'il y a utilisation de la VAR et qu'on peut interpréter différemment les images, ça pourrait générer dans les stades de la violence, des effets de meute. Donc là-dessus, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. D'autres commentaires que j'ai notés sur les campagnes de presse qui ont pu déstabiliser et ruiner des carrières d'arbitres. Je vais en citer un. C'est un arbitre américain, je ne sais pas si vous vous en souvenez. En 1998, il avait arbitré Norvège-Brésil à Marseille, au Vélodrome. Il avait sifflé un penalty pour les Norvégiens pour un tirage de maillot d'un Brésilien. Et personne en direct n'a été capable de montrer l'image. Personne. Les Norvégiens ont gagné contre le Brésil, contre toute attente, et ça a provoqué l'élimination du Maroc de la Coupe du Monde, si mes souvenirs sont bons. Cet arbitre américain, pendant 2 ou 3 jours, il a été la cible de toutes les attaques médiatiques, de partout. Et 3 jours après, une image amateur a montré qu'il avait pris la bonne décision, a montré le tirage de maillot. Il a fallu attendre 3 jours. Mais entre-temps, cet arbitre, la FIFA l'avait ramené chez lui, aux États-Unis. Sa compétition était terminée. Et pour la petite histoire, je l'ai revu en 2000, donc 2 ans après. Il avait mis un terme à sa carrière d'arbitre. Et il était responsable des arbitres au tournoi de Toulon, que j'avais plaisir d'arbitrer. Et 2 ans après, j'avais en face de moi encore un homme marqué par l'injustice qu'il avait vécue. On pourrait citer un autre, M. Benasser, le Tunisien. Souvenez-vous, c'était l'arbitre d'Angleterre, Argentine, la main de Dieu de Maradona, qui lui échappe, malheureusement, qui échappe aussi à ses assistants. On se souvient aussi des propos, pour le moins maladroits, de Thierry Roland, mettant en doute le fait qu'on ait confié l'importance d'un match pareil à un arbitre tunisien. Ça avait créé d'ailleurs un problème diplomatique entre la Tunisie et la France. Je crois que le ministre était monté au créneau pour calmer tout ça. Et bien, cet arbitre aussi, ça a été la fin de sa carrière, M. Benasser, même s'ils se sont réconcilié depuis avec Maradona, avant sa mort, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que derrière, il y a des hommes, il y a des humains, il y a des familles qui souffrent. Hein. Et voilà ce que je voulais dire. Donc, l'erreur est humaine, on le sait, mais des fois, il y a des fardeaux qui sont extrêmement lourds à porter. Pierre Guibert, je voulais vous poser une question. Dans le Var, vous aviez créé une opération qui s'appelle « Ça, c'est du foot » pendant plus de 10 ans, je crois. Vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'il en était? Ça avait un rapport avec l'arbitrage. Oui, alors rapidement, j'ai eu jusqu'à 16 jeunes qui ont travaillé sur cette opération pendant 9 ans, qu'on a appelé les médiateurs du football. C'était les premiers médiateurs d'ailleurs au niveau de la mission dans le milieu associatif et sur la lutte contre la violence. Leur principal objectif était d'accompagner, de suivre les arbitres le jour des matchs. Je dis bien le jour des matchs. Bruno Derrien comprendra très bien, les jeunes arbitres, souvent, ils sont envoyés un petit peu au casse-pipe. Hein, et il est clair que si les parents ne les accompagnent pas, certains se déplacent en mobilette, voire en bus. Hein, et moi, mes jeunes, qui étaient véhiculés, les accompagnaient en voiture, les amenaient au stade, lorsque même ils étaient tout seuls, et ils étaient au bord du terrain. Ils leur apportaient un confort, hein, on se comprendra, autour des mains courantes, autour des grillages, via les parents, hein, sur des matchs de jeunes, entre autres, hein, via les pseudo-supporters.
de façon à ce que le jeune ne se sente pas tout seul. Ça, c'était la première chose. Et lorsque des choses, des fois, déraillaient un petit peu, ils étaient là pour les accompagner au vestiaire, pour les seconder. En aucun cas, ils étaient là comme des vigiles, bien entendu. Ils étaient là pour porter la bonne parole. Et avant les matchs, en se référant, et je le dis à Jean-Pierre Mougin, on s'est servi un petit peu de la charte de l'association, par reprise mot à mot, mais les capitaines d'une équipe lisaient dans le vestiaire de l'autre équipe la charte, je m'engage à, et vice-versa, en présence de l'arbitre ou des arbitres, parce que ça allait sur toutes les catégories du district. Et c'est vrai que cette opération a permis pendant 10 ans de faire chuter, je dis bien chuter, les amendes disciplinaires qui sont liées, bien entendu, aux dérives que l'on retrouve sur nos terrains. Et aujourd'hui, je peux dire, je touche du bois, sous le couvert du représentant de l'UNAF de mon district, peu ou pas d'arbitres sont agressés physiquement, gravement, j'entends. J'ai entendu ce matin le témoignage du grand témoin. C'était arrivé dans le Var il y a de nombreuses années, avant cette opération, mais aujourd'hui, ça n'arrive pas. Je pense que les gens ont compris que l'arbitre faisait partie du jeu, et non seulement il fait partie du jeu, mais il est indispensable, et il doit être respecté comme les joueurs, même aussi, bien entendu, et je le dis ironiquement, vous savez que les principales ressources des districts, je parle des districts, c'est souvent sur l'erreur humaine, entre guillemets, sur les amendes financières, et c'est vrai que sur ce dispositif-là, eh bien, mon district a des finances saines, on a su gérer et réagir par rapport à des partenaires et autres, et je crois que mon prédécesseur s'appuyait surtout sur les recettes, je dirais, disciplinaires. Mais je crois qu'aujourd'hui, et au travers de la fédération que je représente, on a un programme éducatif fédéral qui tend, effectivement, puisque je dirais que la pierre angulaire dans ce dispositif, celui qui doit montrer l'exemple sur le terrain, c'est l'éducateur, c'est celui qui est assis sur le banc, et par effet de mimétisme souvent, les jeunes reproduisent plus facilement ce qui va mal, ce qui est pas bien de l'éducateur, que plutôt ce qui va bien. Et justement, au niveau de la fédération de la Ligue du foot amateur, fort de toutes ces expériences, dont celle du Var et d'autres ailleurs, on a créé un observatoire des comportements qui est là pour signaler, effectivement, les choses qui ne vont pas bien, et je crois que Jean-Pierre Mougin le sait très bien, et on est en train de travailler pour signaler également les choses qui vont bien. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair que les médias s'emparent dès le lundi matin, et des fois, moi, on m'a appelé le dimanche soir quand il y avait un arbitre agressé, je vous parle de ça il y a un moment, pour faire les gros titres de la presse, voire plus loin que la presse, et quand tout va bien, malheureusement, beaucoup l'ont dit avant moi, il est clair que l'on n'en parle pas. Et je crois que c'est de tout cela qu'il faut parler. Et moi, personnellement, c'est une de mes missions sur la mandature qui se présente devant nous au niveau de la fédération. Je mettrai un petit bémol, puisque c'était pas prévu d'en parler. Je me suis fait casser le nez en 3e division de district. J'ai été arbitre pendant 20 ans. Et c'est directement le président des arbitres de mon district qui a contacté tous les journalistes pour relever ce message en se disant, tiens, un de vos collègues a été blessé, ça fait le buzz. Et c'est vrai que ça avait fait un buzz terrible. Et les journalistes enfermés dans les vestiaires, j'ai connu. Les voitures avec les pneus crevés à l'Ariane, j'ai connu aussi. Et c'est vrai qu'arbitre, c'est quand même costaud. Avec cette opération, on est allé plus loin. Vous savez, Bruno Derrien le sait très bien, tous les arbitres le savent au niveau du foot. Bon, il y a souvent des dossiers prioritaires qui sont traités par les tribunaux, je dis bien, et il y a des conventions qui sont passées avec les parties de façon à accélérer le processus, que la plainte qui est déposée contre l'auteur des incidents soit traitée. Et nous, dans cette opération, on a traité une commission qui travaille avec les parquets de Draguignan et de Toulon, qui traite les dossiers en urgence, parce que ça ne sert à rien de traiter des dossiers 6 mois plus tard, et je dirais même mieux que sur des menaces de mort à arbitre qui aujourd'hui se sont calmées, mais qui existent quand même. C'est un délit, je dis bien c'est un délit, et la personne, en plus de la sanction sportive, vous en parliez ce matin, bénéficie, entre guillemets, d'une sanction, d'un rappel à la loi, et croyez-moi, tout cela évite la récidive. Voilà un petit peu résumé mon opération. Merci Pierre. Ludivine, vous avez quelques réactions ou questions? Alors, on revient un peu sur l'importance du buzz médiatique. Est-ce que ce ne serait pas la cause la plus principale des critiques envers les arbitres, quoi? On parle toujours des trains qui arrivent en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Donc l'arbitrage intéresse les gens que dans le buzz. Un arbitre qui fait un bon match, et on l'a vu par exemple, il faut citer en exemple l'arbitre espagnol qui vient d'arbitrer la finale de la Ligue des Champions, qui a été remarquable dans ses décisions. Bien sûr, c'est ce qu'on demande à un arbitre, de prendre les bonnes décisions avant tout, mais dans son comportement, dans son relationnel avec les joueurs, il a vraiment dominé son sujet.
la presse a quand même salué sa performance. Je crois que c'est même à montrer dans les écoles de l'arbitrage, des écoles des arbitrages français. Voilà comment un arbitre de haut niveau doit se comporter. Moi, je ne suis pas intervenu parce que je suis un peu dans le contre-courant de ce qui est dit. Je pense que, alors, bien sûr, au niveau amateur et faible niveau, il y a des grandes difficultés, et vous-même, ex-ancien arbitre, vous l'avez souligné. Mais dès qu'on monte dans l'étage supérieur de l'arbitrage, je pense qu'il y a, malgré tout, alors je vais être contredit, mais je maintiens mon opinion, peu souvent de buzz sur les arbitres, contrairement aux joueurs ou aux coachs. Je pense qu'il y en a relativement peu et que, fort heureusement, la corporation arbitrale et la DTA, etc., soutiennent très fortement les arbitres. L'exemple de Comolli, il y a 3-4 jours, il a pris, dans les 2 jours qui suivaient, 4 matchs, uniquement sur une interpellation verbale. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau-là, d'abord parce que je pense que les arbitres sont bons, je le dis dans l'ensemble, au moins pour les Français. Je n'ai rien à y gagner, je ne suis plus sur le banc, mais je pense qu'ils sont relativement bons, voire très bons, et qu'il y a très peu de buzz statistiquement parlant. Je reprends ce que Bruno vient de dire. Statistiquement parlant, il y a relativement peu de buzz sur l'arbitrage à haut niveau. À très faible niveau, les choses sont fortement différentes, j'en conviens. On reste des hommes seuls, les arbitres, des hommes seuls. Moi, j'ai aussi raté des matchs. Et j'ai le souvenir de la solitude. Et Guy s'en souvient. Hein, Guy, après mon Bordeaux-Lyon, tu te souviens, on avait parlé ensemble. J'étais seul. Aucun soutien de la fédération, de ma hiérarchie. Le seul appel téléphonique que j'avais eu, c'était celui de Bata. Mon match avait eu le samedi, le lundi, me disant, bon, eu égard à la polémique, tu comprendras bien que tu iras pas arbitrer mercredi à Metz. C'était le seul soutien que j'ai eu. Et puis, 15 jours après, j'ai été redésigné. Donc, on reste des hommes seuls, quelque part, parce que c'est un sport individuel, c'est pas un sport collectif. Un gardien de but dans une équipe qui prend 4-5 buts, qui passe à travers son match, mais dès le lendemain, toute son équipe est avec lui pour le soutenir, les coachs, le staff, pour le remettre en confiance. Un arbitre, il est tout seul. Tout seul. Il faut le dire. Ludivine, une autre question. Il y avait une question, enfin une remarque de Lionel Cambon qui parlait de la règle des 10 mètres au rugby. Pourquoi les arbitres ne l'appliquent pas? Au football parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Il y a quand même, ils ne sont pas censés vous approcher d'aussi près quand même. Alors, la question, la règle, elle est claire. Pourquoi elle n'existe pas pourquoi elle n'existerait pas finalement? Mais c'est une bonne décision. Ce serait pourquoi pas. Vous avez raison. La contestation, c'est le cancer du football. On voit trop d'arbitres entourés, menacés physiquement. Regardez, quand un arbitre, moi maintenant, mais il fut un temps, moi je me souviens d'une image, un arbitre avait sifflé un penalty et sur la pression des joueurs, des défenseurs, il était pratiquement remonté jusqu'à la ligne médiane. Vous imaginez? C'est inacceptable. Un arbitre sous la pression des joueurs est inacceptable. Vous verrez jamais ça au tennis. Vous verrez pas un joueur monter sur une chaise, secouer un arbitre. Tout à l'heure, avec le secrétaire général de la Fédération française de rugby qui évoquait l'arbitre de rugby. Il y a un vrai respect autour de l'arbitre de rugby. Moi, pendant longtemps, je n'allais plus voir les matchs de football, j'allais au rugby, au Stade français parce que j'habite à côté, ou au Stade de France où nous avons une loge en entreprise. J'étais un peu jaloux quand je voyais l'arbitre de rugby il respire la sérénité. Quand il parle, il explique ses décisions, le joueur est devant lui, il opine du chef. Enfin, tout le monde est calme, tout le monde est dans le respect le plus absolu. Et moi, je rêve de ça dans le football. Alors, c'est vrai que c'est 2 sports différents, c'est pas la même philosophie, mais je pense qu'il faut vraiment prendre exemple sur cette règle et pourquoi pas l'appliquer au football. Il y aurait moins de contestation et probablement plus de coups francs aux abords des surfaces et ça ferait réfléchir certains joueurs de venir à 10-15 mètres, ce qui était, quand j'arbitrais, ce que je ne supportais pas, quand j'ai sifflé un coup franc contre un défenseur, ou l'attaquant qui était à 20 mètres, 25 mètres, traversait tout le terrain pour venir me contester alors qu'il n'avait rien vu. Moi, j'étais au cœur de l'action. Vous voyez, ça, c'est insupportable. Je pense que les sports ont intérêt à voir ce qui se fait dans le sport d'à côté. Effectivement, à propos de cette règle des 10 mètres, une petite anecdote personnelle. Il y a très longtemps, à la création d'un magazine de rugby, j'avais demandé à Pierre Albaladejo de me faire une petite chronique. Et que disait-il dans cette chronique? Il disait « Le rugby devrait s'inspirer du football en instaurant les cartons jaunes et les cartons rouges. » Ils sont venus. Eh bien, le football aurait intérêt à s'inspirer du rugby, non seulement pour la sonorisation des arbitres, mais aussi pour cette règle des 10 mètres. On l'avait évoqué il y a quelques saisons. Des personnes ont dit « Ah ben non, c'est inapplicable en football. » Et imaginez, on arrive, les 10 mètres nous reportent en surface de réparation. Moi, j'avais préconisé, j'avais dit « Eh bien, penalty.
s'il y a des contestations telles que les joueurs se rapprochent trop près de l'arbitre, 10 mètres plus 10 mètres. En rugby, j'ai vu parfois, j'ai commenté du rugby à mes débuts, l'arbitre repoussait une pénalité de 10 mètres et parfois de 10 mètres encore, et ça pouvait faire 3 points, alors que dans un premier temps, on était quasiment dans le camp adverse. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis, vous serez la dernière intervention avant la clôture. Je vous écoute. Ouais, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, au football amateur, il y a en expérience, au niveau district et maintenant aussi en ligue, il y a le carton blanc qui est appliqué dans certains districts et ligues, justement pour lutter contre la contestation, où un joueur qui vient contester l'arbitre peut recevoir un carton blanc et est exclu temporairement, ou c'est 10 minutes pour contestation, le joueur sort du terrain et met son équipe en infériorité pendant 10 minutes. Il a droit à une fois par match. Merci. Ce Exclusion n'est pas évident temporaire à aussi. gérer, parce C'est que ça. je l'ai connu sur le district Côte d'Azur en tant qu'arbitre. Pour se souvenir que le mec est sorti quand tu es tout seul, que tu n'as pas d'assistant, pas de juge de touche, pas évident. Bah, c'est pour ça qu'on se sert du délégué maintenant, même en district. Le délégué du club qui est présent doit aider D'accord. l'arbitre. Ouais. Mais ça Il y a marche pas tellement mal. de choses, hein. Il y a tellement de Ça marche choses à faire et à mettre en place. Vous le voyez, c'est presque le mot de la fin. Tout ce qui peut être fait, tout ce qui doit être fait pour encore protéger l'arbitre. Bruno, je vais vous laisser la parole avant de donner la parole à Jean-Pierre Mougin pour conclure. J'espère qu'il n'y a pas trop de frustration chez les uns et les autres, mais c'était un dialogue ouvert où tous ont pu prendre la parole. Bruno, je vous laisse terminer. Oui, je vais être bref. Je reprends un propos de Christian Dulin qui disait tout à l'heure, si on veut valoriser l'arbitrage, cela passera forcément par la médiatisation. Si on veut susciter des vocations chez les jeunes, il faut ouvrir les portes, les fenêtres, des stages des arbitres, donner envie aux jeunes de devenir arbitres. Et moi, ça me rappelle un slogan d'un partenaire, le premier partenaire des arbitres qui disait, si on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Merci beaucoup, Bruno. C'était riche, c'était varié. Jean-Pierre, je te laisse conclure cette table ronde. Il y a eu quelques messages qui sont arrivés de nos amis. Expliquer quel a été ton ressenti en tant que témoin extérieur, mais pas tout à fait. Écoute, effectivement, une conclusion partielle pour la table ronde à laquelle on vient d'assister, table ronde très riche, puisque les médias, c'est quand même quelque chose de plus en plus important, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a parlé du buzz, etc. Donc, voilà, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire en termes de communication. Je crois que les opérations qui sont menées en début de saison, au niveau national, au niveau des districts, etc., en particulier dans le football, pour expliquer les règles du jeu, c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Ça me paraît important pour que chacun comprenne. Voilà, donc beaucoup de choses intéressantes ont pu être dites. L'arbitre, c'est un homme public, ça a été dit par certains, c'est vrai, et je pense qu'il faut qu'on ouvre de plus en plus la parole aux arbitres, pas forcément à chaud à la fin du match, mais peut-être 2 jours après, comme ça vient d'être dit, quand les esprits sont reposés, pour expliquer le pourquoi. Et quand j'entends cette expérience de l'arbitre américain là, qui finalement a payé un lourd tribut à une déclaration, enfin à une décision qu'il a pu prendre qui était la bonne, mais qui finalement avait été interprétée comme la mauvaise, on s'aperçoit que c'est très très sensible. Donc voilà, moi je suis d'accord pour dire qu'il faut viser à médiatiser l'arbitrage beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, mettre les arbitres en avant. Et là, c'est les fédérations qui peuvent le faire. Nous aussi, on peut le faire, la FSVSP, l'AFCAM peut le faire, mais pas que nous. Il faut que tout le monde s'y emploie, y compris le ministère. J'ai noté aussi que la formation des arbitres était importante. On a vu tout à l'heure la table ronde précédente qu'avec l'UNSS, l'USEP, il y avait un gros travail qui était fait pour former les jeunes à l'arbitrage, les plus jeunes à l'arbitrage, et ça me paraît important. Et puis alors, le dernier point, c'est la formation des journalistes de dossiers peut-être plus sensibles. Comment faire? Est-ce qu'ils vont nous écouter? Est-ce qu'ils vont venir? Je crois qu'il y a une démarche à réfléchir pour essayer d'informer mieux les arbitres aujourd'hui sur les risques finalement qu'ils font courir à tous, hein, qu'ils font courir au club, qu'ils font courir aux arbitres eux-mêmes, qu'ils font courir au sport. Et donc, on a certainement quelque chose à faire. Et comme on a, nous, un club des journalistes au sein de la FSVFP, dont David, avec Frédéric, vous êtes les coprésidents, je crois que vous avez un travail à faire également pour qu'au niveau médiatique, on puisse peut-être mettre en place des actions qui permettent justement de faire attention à la médiatisation, quelquefois poussée fortement dans le mauvais sens des décisions qui peuvent être prises. Voilà, puis j'ai noté aussi, Bruno Derrien, sur l'interrogation sur la diffusion des images du VAR. C'est vrai qu'il faut faire très attention pour pas que ça vienne effectivement perturber encore plus que ça ne l'est déjà certaines décisions, mais ça, c'est une orientation qui reste encore à définir. En conclusion finale, moi, je dirais que
Ce forum a été très riche depuis ce matin à 10 heures. Bravo à ceux qui ont tenu de 10 heures ce matin à 16 heures aujourd'hui. Merci en particulier aux deux animateurs, à toi David et à Frédéric pour la qualité de l'animation. Ça m'a paru très très important et vous êtes vraiment des spécialistes et c'est important qu'on ait pu faire appel à vous. Merci aussi aux intervenants, aux nombreux intervenants de tous les profils qui ont fait des témoignages d'extrême qualité, on vient de le voir encore à l'instant. Le thème, c'était l'arbitrage, victime ou source de violence. Je pense que des éclairages très très importants ont été apportés aujourd'hui sur ce thème particulier. Je voudrais rappeler l'objectif de la FSVFP, Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, c'est de mettre la lumière sur certaines situations particulières. Aujourd'hui, c'était la famille de l'arbitrage vis-à-vis du problématique de la violence. Et donc, on se doit, à l'issue d'un forum ou d'un webinaire comme celui d'aujourd'hui, tenter d'apporter des réponses pour que tous les décideurs concernés puissent mettre des actions concrètes en œuvre. On fera bien sûr un rapport complet de ce qui a été dit avec un livre qui sera publié, mais je pense qu'on a tous du travail à faire. L'État, bien sûr. Je salue Christine Labrousse qui était avec nous tout à l'heure, qui présentait la direction des sports, le mouvement sportif, des fédés jusqu'au club, les associations, l'AFCAM bien sûr, l'UNAF, la FSVFP, et aussi les médias dont on vient de parler, qui ont un rôle important à jouer. Donc on va essayer de mettre tout ça en musique. Je vais rappeler le slogan qui était le slogan, le chapitre, le texte de chapitre de forum d'aujourd'hui: sans règles, pas de jeu. Sans le respect des règles, pas de jeu. Si le sport n'a pas été inventé par les arbitres, ben sans arbitre, il n'y a pas de sport. Et donc l'arbitre, c'est le garant en fait aussi de la non-violence. Et comme le disait André Leclerc à la table ronde précédente, l'arbitre, c'est celui qui incarne la justice, et on parle de la justice sportive. Ça a été évoqué également tout à l'heure par M. Guibert, on est en train de travailler sur la mise en service d'une plateforme de signalement des violences, mais aussi des actes de fair play. Et je sais que Mathieu Robert, là, il est auditeur, il connaît bien le sujet. Et donc, voilà, on essaie de faire en sorte que cette plateforme se consacre aussi aux actes de fair play et qu'on puisse les mettre en avant, nous, FSVFP, les journalistes, et au travers de notre cérémonie des Iris qui se déroule en fin d'année pour pouvoir honorer ceux qui ont mis en avant les belles valeurs du sport que l'on défend tous ici aujourd'hui autour de la table. Et je voulais aussi qu'on affiche à l'écran, et peut-être que Guillaume peut le faire, un document qu'on est en train de finaliser qui s'appelle le Code du supporter. Les supporters, ce matin, cet après-midi, des irrésistibles, tout supporter, avec son enthousiasme et sa ferveur, s'engage à respecter les adversaires et les autres supporters, j'ai bien dit dans et en dehors des enceintes, respecter les décisions arbitrales, ça va de soi, respecter les athlètes, le staff et dirigeants, tout le monde sportif, les règles de sécurité, c'est important aussi, l'environnement, toute forme de violence et de provocation, et puis refuser de faire paraître, ça me paraît logique aujourd'hui, tout signe nuisible, politique, syndical, religieux. Voilà, c'est un code qu'on aimerait officialiser et on aura besoin du club des journalistes de la FSVFP et de tous les journalistes pour nous aider à le diffuser largement, y compris au sein des fédérations. On devait avoir Roxana Maracineanu pour conclure ce forum. Malheureusement, on est en période préélectorale et depuis hier soir, il y a un devoir de réserve qui est imposé à tous les membres, à tous les ministres, tous les membres du gouvernement. Donc malheureusement, elle aurait vraiment fortement aimé être avec nous aujourd'hui. On a eu le témoignage de Christine Labrousse, mais c'est vrai qu'on aurait aimé aussi apprécier avoir quelques mots de la ministre qui soutient totalement nos actions, puisque nous sommes également partenaires du ministère des Sports pour tout ce que nous faisons pour défendre l'éthique et les valeurs du sport. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire. Voilà, alors donc pour conclure finalement cette belle journée, on a appris plein de choses et en remerciant une nouvelle fois tous les animateurs et surtout tous les intervenants à ce beau forum. Voilà, j'en voudrais vous passer un petit morceau de musique après avoir passé le code du sportif à nouveau à l'écran dont on a parlé aussi aujourd'hui. Et puis, afficher également nos partenaires. C'est important également que l'on puisse voir les partenaires de la FSVFP. Donc, les 7 principes du code du sportif que certaines fédérations ont mis d'ailleurs au dos de certaines licences, des licences sportives, c'est plutôt intéressant. Je ne vais pas dire que les sportifs les regardent souvent, mais c'est quand même un geste fort. Donc, le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport également qui nous soutient,
le CNOSF, bien entendu, le Comité paralympique français, l'AFCAM, le Comité Pierre de Coubertin, puis la Fondation également du sport français qui nous soutient également. Et puis nos partenaires proches, la région, l'UNSS, l'UXEL, l'USEP, le Cross Île-de-France. Vinci Régie était connectée, je ne sais pas si elle est encore là avec nous. La nouvelle présidente de la conférence régionale du sport d'Île-de-France, bravo, une représentante du monde sportif qui préside une conférence régionale du sport. C'est plutôt rare, il y en a 4 sur 12 pour l'instant, et Avenir Mutuel qui nous soutient. Voilà, donc on peut passer maintenant, si vous le voulez bien, donc l'hymne de la FSVFP, et puis je vous dis au revoir, et puis à très bientôt. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Banni le temps des guerres de religion, soyons unis par la même passion. Sans peur du vide et des a priori, vidons nos âmes de toute théorie. Et si le sport pouvait soigner la terre de tous ces maux et de toutes ces guerres, devenir l'axe prometteur de la naissance d'un monde meilleur. Déchus, détrônés, les vieilles rancunes, restons unis dans les mêmes tribunes. D'un même élan, libérons notre cœur, nous y verrons la flamme du bonheur.